Je suis ravie d'être là parce qu'on voulait partager avec vous un point de vue qui est un petit peu plus en profondeur sur l'entreprise, entre le lien entre la donnée, la technologie et l'humain. Et j'ai besoin d'une zapette, car ce n'est pas encore mon doigt qui commande les présentations. Une petite innovation qui serait bienvenue d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de voir, on a parlé de la donnée, de l'intelligence artificielle, mais c'est comment toutes ces technologies vont pouvoir renforcer la puissance de l'humain. Et tu l'as très bien dit, Nicolas, que l'homme reste un élément clé dans ce monde d'aujourd'hui. Et comment vous, dans votre entreprise, vous allez pouvoir atteindre cette notion d'hyperconnectivité et créer et appartenir à cette nouvelle économie de la plateforme que nous, on appelle aussi l'économie de l'expérience et l'économie de la connexion. Donc, tout d'abord, c'est essentiel, évidemment, on est tous d'accord qu'on a toujours besoin de la donnée, on a besoin de l'information, mais ce dont on aperçoit de plus en plus souvent, c'est que cette donnée, quand elle n'est pas connectée, qu'elle n'est pas jointe, on n'arrive pas à l'utiliser, on n'arrive pas à en tirer la substantifique moelle. Ce dont on s'aperçoit aussi, comme tu l'as dit, c'est que le volume de données créées est exponentiel. Et ce que l'on cherche à savoir, c'est comment mettre entre les mains des utilisateurs, entre les mains des directeurs financiers, des contrôleurs, des directeurs marketing, une donnée qui est claire, mais qui est aussi mise à jour à la même vitesse que cette donnée est créée. Et la vitesse est exponentielle. Donc, ce challenge est essentiel parce que tout le monde ici, que ce soit dans des industries B2B ou B2C, cherche à créer cette expérience hyper connectée avec ses clients et avec ses fournisseurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la puissance des connexions infinies ? On parle évidemment de la notion d'économie de plateforme, mais en réalité, quand on regardait le slide de Nicolas sur les industries qui sont le plus impactées, qui utilisent aujourd'hui le plus l'intelligence artificielle, il y avait tout ce qui était métier de la santé, healthcare. Et on a aujourd'hui des cas d'usage parmi nos clients d'entreprises qui vont analyser, grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, des milliards de transactions pour économiser des centaines de millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que recherchent la plupart des États, c'est la recherche de l'économie. Le deuxième cas d'usage, et la première industrie, c'était Financial Services. Le deuxième cas d'usage, et ça c'est un peu plus flippant, on va dire, c'est un prestataire de paiement de type PayPal, Visa, qui va analyser votre body language, donc votre langage corporel, vos émotions. Et toutes ces informations, il va pouvoir les partager avec les plateformes d'achat en ligne pour anticiper vos besoins, anticiper vos prochains achats. Donc fondamentalement, je pense que je pourrais remplir une base de données à moi toute seule. Mais c'est quelque chose qui est à la fois, qui fait un peu peur, mais qui est une réalité aujourd'hui dans le domaine de l'achat en ligne. Et le troisième cas d'usage, et on l'a vu aussi, les entreprises de transport et de logistique aujourd'hui sont celles qui, grâce à l'IoT, font un usage de la donnée complètement différent. Donc ça, c'est une entreprise de logistique qui tout simplement a équipé ses pneus de capteurs de manière à collecter un certain nombre de données pour maintenir sa flotte, mais aussi va revendre ces informations non seulement à tous les producteurs de pneus, mais aussi à toutes les entreprises de maintenance des camions et des pneus, de manière à créer un avantage différenciateur, de nouvelles sources de revenus par rapport à ses fournisseurs. Donc tout cela, comme on le dit, c'est pas quand est-ce que cette hyperconnectivité va arriver, elle existe, mais comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez l'atteindre. De manière plus pragmatique, comment on reconnaît une entreprise connectée ? Comment on sait qu'on interagit avec une entreprise connectée ? En fait, c'est très basique. C'est qu'il n'y a plus de silos. La notion, les contraintes liées au temps, à l'espace n'existent plus, puisqu'en fait, tout est connecté, tout est chacun, les choses, les humains sont connectés. On sait ce que ça fait
en tant qu'humain, on a une impression d'harmonie quand on interagit avec ces sociétés, dans les médias, dans la banque ou autres. Mais ce qui est important, c'est que ce ne sont pas des entreprises qui ont uniquement misé sur la technologie ou les systèmes connectés, mais qui ont aussi misé sur l'humain. Et l'humain reste au centre de ces entreprises hyper connectées. Je voulais juste partager un exemple avec vous. Ma dernière expérience hyper connectée, c'était avec une entreprise de sécurité qui s'appelle Verisure. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai fait installer une alarme chez moi. Et en fait, j'ai découvert avec cette entreprise l'hyperconnectivité depuis l'engagement au travers du marketing, le chat, le technicien qui est venu chez moi, tout était digital, la facture, le contrat, le service après-vente. J'avais l'impression que tout le monde connaissait ma vie, mes besoins. C'était une expérience assez incroyable. Il s'est avéré que quelques mois après, de manière totalement hasardeuse, cette entreprise a fait le choix d'Oracle ERP Cloud pour moderniser son back-office après avoir modernisé son front-office. Donc toutes ces entreprises maintenant, et pour la sécurité, quand vous êtes en entreprise de sécurité, créer cette confiance et cette harmonie, c'est un avantage différenciateur, parce que dans la sécurité, ce qui compte, c'est véritablement cette impression de confiance. Donc, fondamentalement, ces entreprises, ce qui les caractérise, c'est qu'elles ont anticipé tous nos besoins. Elles sont alimentées par nos besoins en permanence. Et ça, ce sont les données, bien évidemment, qui sont partagées par l'ensemble de l'entreprise qui permettent d'atteindre cette hyperconnectivité. Et aujourd'hui, c'est véritablement cette économie de plateforme, d'expérience, de connexion qui régit le monde et qui permet aux entreprises de réagir, de disrupter et de créer de la valeur. Ce qui est important, et tu l'as mentionné aussi, c'est que cette notion d'hyperconnectivité n'est pas simplement liée à l'économie ou à l'entreprise. Ce sont des sujets qui sont discutés, par exemple, au World Economic Forum. Ils appellent ça « the shared business outcome ». Ils estiment que fondamentalement, on va pouvoir créer des relations entre les humains. Ils vont être complètement connectés. Ces connexions directes entre les humains vont permettre de créer des bénéfices pour l'humanité. Mais ces connexions devront se faire selon 6 critères très importants. La première, c'est la sécurité et la résilience. On sait tous au sein des entreprises qu'on a besoin de sécuriser les données personnelles, évidemment les données financières, mais dans ce type d'interaction entre humains, la résilience aussi, le droit à l'oubli est un élément essentiel. Le deuxième, c'est l'accès et l'adoption. C'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde puisse avoir accès à cette information, puisque la prochaine discrimination, c'est la discrimination digitale. Donc cet accès à l'ensemble de ces connexions est essentiel. Et les deux autres éléments, c'est l'éthique. Ça devra être une transformation digitale éthique et qui soit centrée sur l'humain, que l'identité digitale soit centrée sur l'humain, ce qui n'est pas fondamentalement le cas aujourd'hui, puisqu'elle est plutôt gérée, comme tu le disais, par des entreprises qui ne mettent pas tout le temps l'humain au centre. Et le troisième élément, c'est la gouvernance, c'est la transparence. Donc si ces connexions sont faites entre les humains, ça va permettre de renforcer la confiance, l'inclusion, elle sera durable, mais tout cela devra se faire en termes de sécurité de manière extrêmement avancée. Et c'est là où la blockchain va jouer un rôle essentiel pour créer ces connexions entre les humains. L'autre élément que je voulais préciser, c'est que quand on parle d'hyperconnectivité, on parle souvent de tout ce qui est front, de l'expérience client. Simplement, il y a un énorme élément derrière, caché sous l'iceberg, qu'il ne faut pas négliger, c'est tout ce qui est supply chain. Aujourd'hui, les éléments de supply chain font partie intégrante de l'expérience hyperconnectée. C'est-à-dire que c'est là où il va y avoir un maximum d'informations qui vont pouvoir être collectées, tant en termes de production, de transport, de stockage, de livraison. Et tous ces éléments vont permettre de gagner en efficacité, en valeur, de collecter un grand nombre d'informations qui vont pouvoir être monétisées. Et c'est ça qui va créer au final cette expérience hyperconnectée. Donc, le problème, c'est comment on atteint cette hyperconnexion en tant qu'entreprise.
Aujourd'hui, nous, on voit beaucoup de clients, moi je rencontre aussi, et il y a différents niveaux de maturité. Il y a encore beaucoup d'entreprises traditionnelles qui sont dans un stade assez compartimenté, avec des travails en silo. Et pour ces entreprises, c'est extrêmement compliqué de se battre contre celles qui sont nées dans la donnée, qui sont nées par la donnée. Si on regarde les entreprises telles que Facebook, Amazon, que tu as citées, elles ne prennent pas une décision sans qu'elle soit backupée par de la donnée. Ce n'est pas fondamentalement le cas de l'ensemble des entreprises aujourd'hui. Le deuxième niveau de maturité, c'est peut-être les entreprises en majorité aujourd'hui, ont mis en place son niveau lié, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont lié un certain nombre de processus. Par exemple, ils ont lié marketing, service, ou ils ont lié tous les processus finance, ou une partie des processus RH. Et ils ont créé ces îlots de connexion à l'intérieur de l'entreprise. Mais au final, souvent, ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout, puisque ça crée aussi des gouffres d'innovation entre les différents processus, et l'information n'est pas fondamentalement, on ne peut pas toujours lui faire confiance du fait qu'elle est en silo. Le troisième niveau, c'est l'entreprise connectée. Et ce n'est pas jeter des fleurs à Oracle, mais je pense que du fait que nous sommes nés dans la technologie, que nous possédons la donnée, nous avons une plateforme aujourd'hui connectée, nous bénéficions de cela. Donc nous avons utilisé la technologie pour unifier l'ensemble de nos processus, avoir un modèle de données unifié, que ce soit en termes de marketing, de services, de finance ou de RH. Mais fondamentalement, nous ne sommes pas une entreprise hyper connectée aujourd'hui, parce que l'entreprise hyper connectée, elle va aussi partager ces informations à l'extérieur, en dehors des murs de l'entreprise, avec des fournisseurs, avec des partenaires, pour créer une nouvelle type de relation, mais aussi pour apprendre du monde extérieur et réagir au monde extérieur de manière beaucoup plus rapide. Et ces entreprises hyper connectées aujourd'hui, ce qu'elles ont réussi à faire, c'est la convergence entre la donnée, le process et l'humain. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à créer à l'intérieur d'une entreprise. Et ce qui est intéressant et là où l'IA va rentrer en jeu, c'est que l'IA va nous aider d'une certaine manière parce qu'elle va automatiser non seulement un certain nombre de processus, elle va s'auto-corriger, mais elle va aussi permettre à l'humain de s'adapter. Elle va apprendre, comme tu l'as expliqué, et en apprenant, elle va permettre à l'humain d'anticiper un certain nombre de choses. C'est là où l'IA va permettre d'accéder, de passer du niveau connecté à hyper connecté grâce à toutes ces technologies autonomes. Et évidemment, notre rôle sera essentiel derrière pour prendre les bonnes décisions. Et c'est dans ces entreprises hyper connectées, bien évidemment, que les gens, les employés, vont travailler plus vite, vont avoir la capacité de prendre de meilleures décisions, de disrupter et donc de survivre. Je voulais prendre cet exemple parce que souvent, quand on parle d'entreprises hyper connectées, on imagine la start-up dans la Silicon Valley, hyper moderne, des tables de ping-pong, tout ça. Et en fait, souvent, c'est d'autres entreprises dans des métiers beaucoup plus traditionnels qui ont embrassé ces technologies. Et j'ai pris un exemple de vignoble, donc ce n'est pas parce que je suis lyonnaise, mais c'est un métier extrêmement traditionnel. C'est le plus traditionnel. On faisait du vin déjà au temps des Romains. Et ce vignoble a tout simplement, en installant des capteurs sur les pieds de vigne, a réussi à transformer complètement son business model. Au départ, c'était simplement pour comprendre le lien entre l'alcalinité du sol, les maladies, les événements climatiques. Mais au final, grâce à toutes ces informations qu'ils ont collectées, ils ont pu créer d'une part un nouveau business model, avoir des plans qui soient beaucoup plus adaptés en termes de main-d'œuvre nécessaire. Ils ont commencé à partager ces informations avec les producteurs de bouchons, les producteurs de bouteilles, qui eux aussi ont optimisé leur stock, leur supply chain. Ils sont devenus un partenaire privilégié pour eux, puisqu'ils leur fournissaient une information que les autres ne leur fournissaient pas. Ils sont devenus aussi plus forts en termes de négociation.
Et au final, ils ont créé de nouvelles sources de revenus en termes d'écotourisme, de séminaires, et donc d'avoir un risque un peu moindre de dépendre uniquement du vin. Et on sait qu'avec les changements climatiques et les maladies, c'est un métier qui est très aléatoire en termes de revenus. Donc voilà une entreprise très traditionnelle qui, grâce à la donnée, à l'hyperconnectivité, a réussi véritablement à se transformer et à se différencier. Donc, je ne suis pas McKinsey non plus, on n'a pas toujours la réponse à tout chez Oracle, mais on a un point de vue en tout cas sur comment on devient hyper connecté. Et je dirais c'est un peu une controverse parce que, bon, voilà, on est Oracle, on est une société de technologie, on pourrait vous dire, voilà, vous achetez toute notre plateforme et demain vous êtes hyper connecté. Fondamentalement, ce sera un mensonge. Vous pouvez acheter toute notre plateforme, mais vous ne serez pas tout de suite hyper connecté. Il va falloir avoir un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est qu'il faut une vision, une direction connectée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un comité de direction des dirigeants qui ont décidé eux-mêmes d'être connectés dans la manière dont ils travaillent, de ne pas travailler en silo avec des plans qui ne soient pas des plans uniquement verticaux, des infrastructures, etc., un ensemble d'éléments qui ne sont pas connectés, il faut que cette vision existe et qu'on ait véritablement l'envie de créer une stratégie d'entreprise connectée. Le deuxième élément, c'est que top-down, ça ne va pas juste fonctionner. Vous avez une vision, vous la descendez, ça ne sera pas suffisant. Le deuxième élément, c'est comment créer une culture connectée à l'intérieur de l'entreprise. Une culture connectée, ce n'est pas simplement que les gens se parlent à la cafétéria, mais c'est véritablement de créer une collaboration, un échange entre les employés. Et ça, les technologies vont l'aider. Aujourd'hui, en déployant par exemple des systèmes RH qui vont permettre un engagement des employés, une collaboration des employés, une gestion des talents qui ne soit pas liée que sur les compétences où cette personne est placée dans l'entreprise, mais de créer de la mobilité et une manière différente de travailler. Et donc ça, c'est vrai que les nouvelles plateformes RH vont permettre de créer et de supporter ce changement de culture. Le deuxième élément qui est lié à l'humain, c'est comment transformer ou recruter les nouveaux talents. Tu l'as mentionné, il y a certains métiers qui vont disparaître, mais aussi métiers qui vont se transformer. Donc bien évidemment, il va falloir pouvoir identifier les talents en termes d'intelligence artificielle, en termes de blockchain, en termes de toutes les nouvelles technologies qui sont disponibles. Mais aussi, il va falloir recruter des nouveaux managers ou former de nouveaux managers. Parce que la prochaine révolution industrielle, ça sera la révolution du management. Aujourd'hui, on est encore sur du management qui date du début du siècle dernier, c'est-à-dire un management très vertical où on demandait à des personnes de faire un travail, de le faire vite et de le faire bien. Aujourd'hui, dans les entreprises hyper connectées, on est sur des organisations de plus en plus plates et de plus en plus horizontales. Et c'est fondamentalement un élément essentiel de l'hyperconnectivité. Et le dernier sujet, c'est les pratiques connectées. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire d'avoir la capacité de mettre en place des processus standards, particuliers par exemple sur les directions financières, qui vont permettre un dialogue plus efficace au sein de l'entreprise. Et d'avoir des processus standards, c'est ce que fournissent aujourd'hui les solutions de type Software as a Service, les nouveaux ERP qui sont basés sur les best practices, vous permettent non seulement de simplifier vos processus financiers, bien évidemment, mais aussi de créer ce langage, ces standards dans des groupes internationaux avec des gens qui ont des cultures différentes. Et ça va créer de la connectivité à l'intérieur de votre entreprise. Et quand tout cela est présent et que vous avez commencé à travailler là-dessus, vous avez la technologie pour le faire. Bien évidemment, la technologie est essentielle, mais ce n'est pas l'élément le plus complexe aujourd'hui. Oracle, aujourd'hui, est capable de délivrer des applications dans le cloud connecté, est capable de vous fournir tous les 3 mois de l'intelligence artificielle embarquée. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que j'ai la bonne plateforme pour le faire. Vous pouvez vous concentrer sur ces éléments-là pour créer de la valeur et devenir hyper connecté. Parce que l'objectif ultime, ce n'est pas d'être hyper connecté. L'objectif ultime, bien évidemment, c'est de créer de la valeur.
c'est-à-dire de devenir plus efficace, plus rapide, de pouvoir monétiser un grand nombre d'informations et se différencier sur le marché, de pouvoir créer des nouveaux services, des nouveaux produits et au final de pouvoir survivre. Et clairement, mes excuses à Darwin, mais on le sait très bien aujourd'hui que seuls ceux qui réussiront à s'adapter survivront. Donc ça semble être quelque chose d'assez standard, mais c'est la vérité. Et ce qui est important, c'est que l'entreprise et les systèmes aujourd'hui essayent de ressembler de plus en plus à un organisme vivant, pour reprendre, pas uniquement un être humain, mais aussi un animal. C'est-à-dire, un organisme vivant, ses caractéristiques principales, c'est qu'il sait se former, se reformer, se déformer, créer de nouvelles connexions en fonction de ce qui lui arrive autour de lui, des obstacles, etc. Donc c'est cette capacité à rendre les applications de plus en plus adaptées et autonomes qui va permettre de supporter les entreprises dans leur transformation. Donc aujourd'hui, êtes-vous prêts pour l'hyperconnectivité ? Je suppose que peut-être certains d'entre vous se disent que oui, qu'ils ont mis en place tout ce qu'il fallait. Mais évidemment, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser parce qu'on n'est pas tous au même stade de maturité en termes de culture, en termes de vision, en termes de système, en termes de processus, en termes de sécurité. Est-ce qu'on est prêt à partager ces données avec des fournisseurs, avec des clients ? Qu'est-ce qu'on veut partager ? Donc, il y a fondamentalement un certain nombre de questions à se poser. Et voilà, nous on est là pour répondre plutôt aux solutions technologiques, une fois que vous êtes posé ces questions fondamentales au sein de l'entreprise. Mais pour nous, c'est fondamentalement le futur de l'entreprise, la fin des silos qui sont nécessaires pour créer la valeur de demain et renforcer l'humain. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et maintenant, je vais appeler Eric Gherardi sur scène, qui va illustrer de main de maître tout ce que je viens de dire. C'est ça, Eric, hein, tu me l'as promis. Hein. Merci à vous. Donc, on va le laisser connecter son ordinateur. Tu me dis quand tu es prêt. Attention. Toi, tu es prêt, la technologie aussi. C'est parfait. Donc, je voulais juste te poser une question. Donc, moi, j'avais le beau rôle. J'ai parlé de concepts, etc. J'ai parlé de la donnée. J'ai parlé de l'humain. J'ai parlé de la collaboration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met entre les mains des directeurs financiers, des directeurs de contrôle de gestion, des comptables pour faciliter cette hyperconnectivité ? Merci. Oui. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va tout de suite illustrer la réponse à cette question. Je crois qu'il vaut mieux être concret. On a entendu parler de choses passionnantes ce matin au-delà de ce sujet-là. Robotique, intelligence artificielle. J'ai adoré l'Internet des objets sur tes pieds de vigne. Ça, je trouve que ça va révolutionner sur un sujet tout à fait agréable. Je vais illustrer dans les 20 minutes qui me restent quelques-uns de ces sujets en vous montrant l'apport pour vos entreprises, pour le métier de ces technologies qui sont effectivement assez souvent disruptives. Et je vais commencer par répondre à ta première question sur la connectivité et la collaboration. Alors pour les besoins de l'exercice, je ne suis pas Patrice, mais je suis James Seller, VP Finance de l'entreprise Vision. Alors je suis connecté, je vois mon espace de travail avec mes processus, comptabilité, les achats, mes équipes, etc. Je vais pouvoir ensuite naviguer dans cet espace. Voilà, les annonces, les news, et puis un sujet que vous connaissez très certainement, tout ce qui va être KPI, tout ce qui va être analytique, et qui effectivement, à la fin du fin, c'est d'avoir de façon extrêmement synthétique et très simple d'accès des millions et des millions et des millions d'informations derrière qui vont vous amener ce que votre entreprise a besoin de voir, de savoir, de décider, d'agir, évidemment, pour la bonne exécution des stratégies qui ont été décidées. Alors là, j'ai un dashboard, comme vous pouvez le voir, sur lequel je peux visualiser un certain nombre d'informations, mes revenus, mes marges, etc., etc. On va le complexifier tout à l'heure, on va aller dans des choses de plus en plus fines et à la fois simples pour l'utilisateur et complexes dans les calculs qu'elle demande derrière.
Juste un petit message ici, c'est que autant avant on dessinait son dashboard, c'est-à-dire on choisissait les KPI qui étaient intéressants, autant l'utilisation du machine learning que tu évoquais tout à l'heure, Nicolas, en apprenant de votre façon de travailler, de ce dont vous avez besoin, de votre rôle, etc., va de plus en plus pousser vers vous, en fait, ces informations au fur et à mesure de vos besoins. Et donc, ça va devenir extrêmement dynamique, extrêmement utile, et de fait, plus simple et plus agréable à utiliser. Ici, de façon, voilà, j'allais dire assez évidente, on voit qu'on a une entreprise qui a une marge brute 73%. Bon, c'est pas trop mal. En revanche, la marge nette, voilà, j'ai un vrai souci, 32%, et sur un dashboard comme celui-ci, on le voit de façon très simple. Et évidemment, on va pouvoir, de façon très simple, utiliser ces éléments analytiques, donc toutes les données étant connectées, pour aller chercher de plus en plus dans le détail la raison de ces écarts. Ça peut s'expliquer, en tout cas, ça va me permettre de voir, d'informer, de décider. Par exemple, ici, simplement en ayant demandé plus de détails, je vais pouvoir visualiser les revenus et la marge sur l'ensemble de mon théâtre d'opération. Par exemple, on voit que plus la couleur est foncée, plus le revenu est important. Donc France, Angleterre, fabuleux, ça marche bien. Et la taille du cercle violet me donne l'importance de la marge nette dans ce pays. Et là, je vois que, alors c'est peut-être normal, mais en tout cas, j'ai un petit sujet sur la France qu'il faut que j'aille investiguer plus en détail pour comprendre pourquoi, avec autant de revenus, la marge était aussi faible, ou en tout cas beaucoup plus faible que dans les autres pays. Et là encore, sans passer par des grands discours, en naviguant, vous voyez, j'ai tout simplement appuyé sur « Donne-moi le détail ». Le système, ensuite, m'apporte plus de détails. Par exemple, ici, le cost of goods sold, donc le coût de fabrication, ici en l'occurrence, comparé aux autres natures de dépenses. Et je peux voir de façon très simple qu'en Allemagne, en Italie, en UK, finalement, c'est assez équilibré ou c'est conforme à ma nature d'activité. Et en France, en revanche, j'ai une nature de dépenses beaucoup plus élevée que dans les autres pays. Et je vais aller investiguer et essayer de comprendre pourquoi. Alors, une première chose, tu parlais de collaboration tout à l'heure, Karine. C'est avant même d'aller chercher plus de données là-dessus, c'est d'aller échanger avec l'humain, avec les autres personnes qui travaillent sur ces sujets-là et d'essayer de comprendre, mais de façon beaucoup plus, cette fois-ci, j'allais dire industrielle, sur lequel on va pouvoir capitaliser sur les outils collaboratifs, garder les contenus, les optimiser, les exploiter. Eh bien, je vais tout simplement aller sur la partie collaborative et commencer une discussion, par exemple, avec ma directrice financière France, pour qu'elle, évidemment, me porte les premiers éléments. Avant d'aller chercher dans les données, je vais aller voir la personne et lui demander si quelque chose explique ce sujet-là. Alors là, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà pré-rempli. Voilà, la France montre une jolie croissance, mais on a un sujet de marge. Est-ce que tu sais pourquoi ? Et effectivement, on va garder toute la traçabilité de ça, on va pouvoir revenir dessus. C'est complètement sécurisé et ça permet de le faire de façon très très simple. Bon, là, je l'ai fait. On aurait pu démarrer une discussion, vous voyez, en créant une nouvelle discussion. On a des outils collaboratifs qui sont dans le socle de nos applicatifs, qui fonctionnent sur l'ensemble des processus métiers et qui permettent, là encore, de pouvoir échanger de façon sécurisée, de façon très simple avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Vous voyez, créer une conversation, c'est très simple. J'appelle les personnes, j'explique si c'est entre nous ou si c'est ouvert. Je tape un sujet de conversation et ensuite du contenu et je vais pouvoir garder tout ça. Alors maintenant, puisqu'on a échangé avec Caroline, là encore, je vais le faire très rapidement. Il est évident que j'ai très peu de temps pour vous illustrer l'ensemble des flux. Je me déconnecte et je vais me connecter, comme cette fois-ci Caroline, pour vous montrer à travers des rapports financiers auxquels elle va avoir accès. Donc il va y avoir un certain nombre de rapports d'analyse financiers. J'ai choisi celui sur l'analyse des dépenses, qui est le sujet qui nous concerne. Donc Caroline, pour répondre à ma question, elle va se connecter à l'outil de pilotage. Et là, encore une fois, vous voyez la capacité qu'on a aujourd'hui, avec ces données connectées, d'aller extrêmement dans le détail et des moyens extrêmement différents de visualisation et de recherche pour comprendre et pour agir. Donc je vous passe les filtres à gauche et au-dessus qui vont me permettre de travailler plus en détail les informations, mais là je vois le détail sur les dépenses, quelles catégories, quels sont les fournisseurs qui se représentent le
plus gros des dépenses dans mon entreprise. Et effectivement, je vais pouvoir affiner. On a vu que c'était la France qui, en tout cas, posait question. Et je vois que pour la France, sur mes dépenses, en particulier la partie computer supplies, donc les dépenses informatiques ici, et en particulier avec 3 fournisseurs, AC, Advance Corp, Dell et MCS, représentent le gros des dépenses. Et encore une fois, ça me permet d'aller du plus générique au plus détaillé en ayant une donnée fiable, une donnée qui va, là encore, me permettre d'investiguer de façon très fine. On peut continuer et rentrer encore plus en détail de ces dépenses sur ces 3 fournisseurs. Et là, je vais avoir, au-delà de l'explication détaillée du matériel en question, de quand ça a été fait, je peux voir que l'ensemble quasiment de ces dépenses concerne marque Grande, qui s'est permis de faire des gros achats hors contrat cadre. Alors c'est peut-être normal, mais en tout cas ça attire mon attention. Et là encore, je vais pouvoir échanger avec lui, essayer de comprendre, affiner par fournisseur pourquoi et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Une autre possibilité, je vais très vite, mais qui est aujourd'hui donnée. On parlait d'exploiter, tu évoquais tout à l'heure, Nicolas, ces milliards de données disponibles. Alors on est encore au début, mais c'est vrai qu'on va avoir la possibilité d'aller rechercher des informations qu'on n'a pas vraiment l'habitude, je dirais, d'aller chercher paradoxalement dans la vie professionnelle. On le fait peut-être un peu plus dans la vie privée, et d'aller regarder les feedbacks quand on va faire une location quelque part sur ce que disent les précédents propriétaires ou quand on veut faire un investissement, d'aller voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais finalement, à travers les données internes de l'entreprise, l'analyse de ce qui s'est dit dans le collaboratif, dans les outils sociaux de réseaux sociaux qu'on a évoqués internes tout à l'heure, mais aussi ce qui se fait à l'externe à partir de fournisseurs certifiés et en mettant du machine learning, c'est-à-dire en affinant ce type de recherche, je vais pouvoir avoir ce type de recherche, c'est-à-dire qu'on retrouve MCS et Advance Corp, les 2 fournisseurs en question, et vous voyez ici qu'en bleu pour Advance Corp et en vert pour MCS, le système est capable de me donner alors la taille de ce que vous voyez, le nombre de fois où ces phrases reviennent. Pas telles quelles, il est capable de faire de la corrélation entre les sentiments, mais voilà, donc notre Advance Corp, c'est plutôt une boîte avec laquelle il est facile de bosser, voilà, etc., avec des bons services. Donc ça va aussi vous permettre de vous faire une idée, en fonction des dépenses dans cet exemple-là, si ces fournisseurs sont fiables, avec toutes les données exploitables aujourd'hui. Encore une fois, ça ne remplace pas l'humain, la décision restera sur l'humain, mais ça vous donne une idée de ce que la capacité d'analyser des milliards d'informations avec des outils qui permettent et des capacités de calcul qui permettent de le faire peuvent offrir à vos entreprises dans la recherche et dans la décision des processus financiers. Alors, je vais montrer un... J'ai une petite question, en fait. Moi, j'ai parlé de technologies autonomes, d'intelligence artificielle qui permettaient d'accélérer un certain nombre de processus. Est-ce que ce sont des technologies aujourd'hui qui sont disponibles pour les processus financiers et les données financières? On en a parlé un petit peu au départ, mais je pense que ce serait bien si tu pouvais l'illustrer. Alors oui, en plus, la bonne nouvelle, c'est que Nicolas en a montré quelques exemples, Oracle d'ailleurs, merci. Oui, alors juste avant l'illustration, et ça a été dit, mais je vais réinsister là-dessus parce que ça va permettre de mieux comprendre l'architecture que nous avons retenue pour que le métier et les entreprises bénéficient au plus vite de toutes ces innovations technologiques, c'est d'avoir un socle, une fondation dans laquelle nous recherchons, nous développons et nous mettons cette innovation. On a parlé de blockchain, on a parlé d'IoT, on a parlé d'intelligence artificielle, de collaboratif, de big data, de données, etc. Nous créons pour vous, dans cette fondation, l'innovation technologique. Puis, nos processus métiers, quels qu'ils soient, viennent s'appuyer, viennent utiliser, et donc nous infusons l'innovation technologique dans les processus métiers, et je vais vous en montrer des exemples, ce qui permet aux entreprises d'adopter très rapidement, ou en tout cas quand elles le souhaitent, toutes ces innovations sans avoir à se préoccuper de ce qu'il y a derrière. Même si ça fait 50 ans qu'on en fait, le but à la fin, c'est que vous en tiriez un bénéfice, un avantage compétitif, travailler mieux, plus vite, plus fiable. Donc ici, je vais illustrer un ou deux exemples de ce que ça permet de faire. Je suis connecté comme contrôleur de gestion, voilà, un troisième rôle, je m'arrêterai là. Je retrouve mes fameux KPI, ils sont un peu différents, je vois des choses
je vois des choses un petit peu différentes. Je vais rentrer plus dans le détail. On le voit bien ici, des coûts. Je vais pouvoir visualiser, quand je suis en clôture, la réconciliation, voir les anomalies, rentrer dans le détail. Bref, je ne veux pas refaire une présentation sur tout ce que l'analytique permet de faire. On peut vraiment travailler de façon très efficace. Vous avez pu remarquer une petite boîte en bas à gauche qui est apparue pendant que je parlais. Voilà, c'est une alerte. Et un premier exemple de ce que va pouvoir faire en fait ici le machine learning et l'intelligence artificielle, c'est de pousser à partir, vous allez voir, d'événements sur la bonne personne pour action l'information souhaitée. Ici, en l'occurrence, sur cette simple boîte avec des informations de demande, là c'est un avis de paiement qui est arrivé, très bien. En amont, mais là je n'ai pas le temps de le présenter, il y a des clients qui ont envoyé soit par mail avec des factures attachées, soit directement dans le système, soit par d'autres moyens des paiements. La robotisation des processus ici va être capable évidemment avec de l'OCR de scanner tout ça, de détecter la nature du document, la valeur, sur qui ça doit être poussé, comment ça doit être traité, etc. Voire l'automatiser complètement. On peut dire en dessous de 10 000, on envoie un avis d'encaissement automatiquement. En revanche, là, quand c'est 2 millions, bon, on a besoin de la validation et de l'humain. Donc effectivement, j'ai tout de suite cette information qui m'arrive. Je vais pouvoir, en cliquant sur le lien, avoir le détail de cet événement et de ce que ça veut dire. Donc j'ai par exemple ici sur l'avis de paiement les différentes factures, comprendre, investiguer. On parlait tout à l'heure de collaboratif. Là encore, il est absolument partout dans le produit. Je vais donc pouvoir ouvrir, visualiser, échanger avec mes collaborateurs. Et une fois que c'est fait, eh bien, créer ou dire oui, ok, c'est bon, on va pouvoir valider ce paiement. Donc voilà, très simple en fait en termes de démo, mais beaucoup derrière de calcul et de simplicité pour l'utilisateur à la fin. Quand on parle de management par l'exception, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'humain ne va servir à gérer les éléments exceptionnels, mais tout ce qui est récurrent peut être automatisé grâce à l'intelligence artificielle. Exactement. Et en plus, ça apprend. Et donc, ça s'améliore de jour en jour. Puisqu'effectivement, le machine learning, c'est une de ses caractéristiques. Alors, un deuxième exemple, tu en as parlé de Nicolas aussi, donc je vais le montrer, après tout, sur d'intelligence artificielle. Donc ici, toujours notre contrôleur de gestion, le paiement de 2 millions, ça c'est fait, très bien, je l'ai traité, j'ai quelques appros à faire. Bon, alors je vous avoue que je vais le faire rapidement, ça mérite quand même d'investiguer un petit peu. 12 millions de cash en excédent. Bon, on va bien commencer la journée. Oui, on s'est mis des objectifs, on est 12 millions au-dessus. Et là, effectivement, on a des algorithmes qui vont permettre de proposer une utilisation de ce cash. Ça ne veut pas dire que vous ne décidez pas, mais avec, par exemple, la possibilité de négocier contre des délais de paiement plus courts, des discounts, des remises additionnelles. Alors, il ne le fait pas par hasard, enfin pas que par hasard. En fait, on va, à travers en fait, l'analyse de données extrêmement fines et d'algorithmes, rechercher les fournisseurs qui sont susceptibles d'accepter, avec lesquels vous travaillez évidemment, d'accepter ces remises supplémentaires. Donc, par exemple, si on prend le premier de la liste, le système nous dit, voilà, vous lui devez déjà 127 000 et des brouettes, on pourrait assez facilement obtenir 3% de plus, ce qui veut dire 4 000, etc., etc., etc. Et en allant un peu plus dans le détail, là, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout l'algorithme, mais il vous donne les éléments sur lesquels il s'est appuyé. Ce fournisseur représente 10% de vos... vous représentez 10% des recettes du business de ce fournisseur. Voilà la facture moyenne, voilà ce qu'il a accepté par le passé. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, le DSO, enfin, il va prendre tous ces éléments pour vous proposer, en fait, la meilleure utilisation de cette enveloppe dont vous disposez. Et puis après, là, c'est encore un exemple très simple, mais vous pouvez bouger les paramètres. Je veux me concentrer cette action et cet algorithme plutôt sur mes fournisseurs dans le retail que les grossistes. Et dans ce cas-là, vous voyez, ça change. C'est maintenant cette entreprise de cosmétiques qui passe en tête. Et sans rentrer dans le détail, je peux par exemple faire tout de suite une offre
qui va déclencher un workflow, etc., etc. Donc vous voyez sur des exemples finalement simples, quand on les visualise ou quand on les voit, il y a énormément de calculs derrière, et là encore beaucoup de machine learning pour apprendre. Plus on utilise, c'est pour ça quand on parle de « il n'est jamais trop tard », ça ne se fait pas en 2 minutes. Une fois qu'on a posé cette fondation et qu'on commence à travailler, comme le vin, je n'avais pas fait le lien, mais ça se bonifie avec le temps et c'est de plus en plus pointu. Et c'est pour ça qu'il est important de s'exposer rapidement à ces technologies-là, même si vous ne le faites pas partout, pour apprendre, pour les utiliser, pour capitaliser et pour en avoir le bénéfice financier et métier. C'est extrêmement clair. Alors là, tu es sur ton ordinateur. Je suis désolée, mais ça fait un peu tradi. Voilà, ça ne fait pas rêver. Est-ce que tu pourrais nous montrer quelque chose d'un tout petit peu plus moderne, si c'est possible? On n'avait pas préparé. Non, rien. On a répété des heures et des heures. On n'est pas loin de l'Académie française, non? Alors, là encore, il y a plein de choses possibles. Je vais essayer de montrer la plus simple. J'ai quand même besoin de mon câble, mais plus pour vous présenter que pour autre chose. Est-ce que ça... Oh, fabuleux. Alors, donc là, vous le voyez, je suis sur mon téléphone portable. Alors, merci de ne pas m'appeler pendant la présentation. Tu évoquais aussi tout à l'heure l'utilisation des bots conversationnels qui sont, pour le métier, une façon d'ouvrir les services de façon extrêmement simple, mobile. On pourrait être dans cette salle, je suis dans cette salle, là j'ai mon PC, je vais le fermer, et j'ai cette capacité de pouvoir échanger de façon dynamique, en langage naturel. Je pourrais le faire avec la voix aussi, il ne faut pas qu'il y ait trop de buzz, mais et là je vais pouvoir évidemment, déjà une question très finance d'ailleurs, mais qui moi m'intéresse, puisque ça va me permettre de voir si finalement on est mieux ensemble dans cette salle que dehors. Mais je vous promets, c'est le seul exemple que je fais en dehors de processus métier, mais ça vous montre le type d'ergonomie. Je pose ma question ou j'échange, et s'il a besoin d'informations supplémentaires ou si j'ai besoin de lui préciser quelque chose, il me propose les valeurs. Donc, bon, on va le mettre en degrés Celsius. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui par rapport à hier. Et donc, on va avoir ces informations en temps réel. Donc, maintenant que vous êtes, après cette petite minute, même pas ces 10 secondes d'introduction, familiarisé avec l'utilisation des bots, on va travailler un peu plus sur des exemples concrets métiers. Alors, on va aller progressivement. Première chose, encore une fois, peut-être un peu plus dans la granularité, tout à fait simple. Je vais lui demander... voilà. Là, c'est tout simplement la capacité d'aller chercher dans mon agenda, dans les informations, informations d'agenda. Bon, quand est mon prochain meeting, à 3h30, c'est bon, j'ai encore un peu de temps. Oui, il me reste quelques minutes, je suis en train de vérifier quand même. Je vais pouvoir demander qui participe. Alors là, le fait d'avoir un système où les données sont connectées, effectivement, le système, c'est dans un système RH, va m'apporter les informations, je vais pouvoir demander du détail. Et encore une fois, sans être un spécialiste, ce qu'il faut que vous reteniez de cette première partie, c'est tout simplement la possibilité de le faire de façon simple. Vous voyez, j'ai un petit doute sur cette personne-là. Qui est-elle? Le système m'amène l'information. Est-ce que tu veux l'appeler? Bon, écoutez, on va faire simple. Voilà. Donc, vous voyez, on peut échanger, on peut travailler de façon extrêmement simple. Maintenant, si vous vous rappelez, tout à l'heure, dans la présentation, on avait notre filiale France, là, qui avait un petit sujet sur Computer Supplies, là. Une grosse dépense là-dessus qui peut affecter notre marge nette. Bon, je l'ai fait à partir d'un dashboard traditionnel. J'aurais pu être dans cette salle et dire au système, alors évidemment, avec les habilitations, je tiens à le préciser, et on parlait d'Internet des objets tout à l'heure, il y a des choses que je vais avoir le droit de faire en dehors de l'entreprise ou dans l'entreprise que je n'aurais pas le droit de faire à l'inverse quand j'en suis en dehors. Par exemple, les données confidentielles accessibles dans l'entreprise, pas en dehors, droit à la déconnexion, etc. etc. D'où le mix intelligence artificielle, Internet des objets, qui est vraiment très utile dès qu'on fait de la mobilité sur des données confidentielles. Et bien après, on pose la question. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une façon de poser la question, hein, mais... et là, je vais lui dire, montre-moi tout simplement la balance. Hein, je vais ouvrir le GL pour
les computer supply. Vous voyez, donc je volontairement reprendre l'exemple de tout à l'heure pour vous montrer qu'on aurait pu le faire directement depuis un bot en posant une question en langage naturel. Voilà. Est-ce que tu veux voir par cost center, par produit, pour tout? Allez, soyons fous. On va le voir pour tout. Est-ce que c'est bien celui-là? Oui. Et bing. Donc, ouverture à 1 250 000. Sur la période, 158 000 de dépenses. Et évidemment, on est à plus d'1,4 million à la fin. Et puis, je peux creuser. Et puis, je vais avoir accès à toutes les informations de façon dynamique en fonction des besoins que je vais avoir dans l'entreprise. Alors, autre exemple, j'ai vu que mon PC arrivait... Emmanuel l'a vu par contre, la saturation de mon disque dur il commence à être assez plein, et ça c'est pas une blague. Eh bien, vous savez, qu'à cela ne tienne, soyons fous, je vais commander un nouveau PC. Et là encore, vous voyez à travers cet exemple, de façon très simple, une synthèse de plein de choses. J'ai un rôle dans l'entreprise, j'ai d'autres personnes qui ont ce rôle, j'ai une utilisation particulière dans mon métier. Donc le système va me proposer, me dire, est-ce que tu veux que je te propose le meilleur matériel possible pour toi en fonction de plein de critères. Alors ça peut être le nombre de personnes comme toi qui, dans ton rôle, ça peut être leur feedback, ça peut être bien évidemment en fonction de ce que le système connaît de vous. Donc on a beaucoup, vous voyez ici, de capacités, sans être un expert, d'avoir ce dont on a besoin de façon extrêmement rapide. Bon, je suis en train d'excéder un tout petit peu le temps, donc je vais conclure assez rapidement maintenant, mais vous voyez, c'est très simple. Est-ce que tu veux plus de détails? Non. En fait, je réponds, tout simplement. Est-ce que tu as fait un choix? Bah oui, j'ai fait un choix. Et puis je ne sais pas, peu importe, allez, pas de pub, je ne sais pas qui est dans la salle. On va prendre voilà. Et est-ce que tu veux que je te fasse un PO? Donc, si je fais oui, ça continue, ça m'envoie, etc., etc. Vous voyez cette interaction? Je vais prendre un dernier petit exemple et conclure, pour vous montrer que vraiment, ce n'est pas simplement les choses traditionnelles avec lesquelles j'ai commencé cette présentation-là, mais la totalité des processus aujourd'hui qui peuvent être envisagés finance ou en ouverture sur les utilisateurs spécialisés ou non. Je ne sais pas, un commercial qui vous appelle et qui vous demande le niveau de discount qu'on peut faire sur tel produit pour tel fournisseur. Voilà. Ben là encore, on peut ouvrir son PC, sa tablette, aller chercher l'information, mettre un peu de calcul derrière, ou tout simplement demander au système, via un chatbot comme celui-ci, quel est le taux de discount. Et puis là, vous mettez soit le nom du fournisseur, soit le nom du produit. Là, en l'occurrence, on va mettre un nom de produit que je souhaite vendre. Ça fait rêver les commerciaux d'avoir un instantané. Et puis, mais pourquoi pas? Sur beaucoup de transactions, c'est possible. Donc le système me dit 10%. Ça, c'est assez classique, 10%, mais regardez, il va affiner. Il dit, je me rends compte qu'aujourd'hui, tu es en train de travailler sur 3 gros dossiers. Est-ce que c'est un de ceux-là? Oui, c'est effectivement le premier, Pinnacle Technologies. Alors, avec ce client-là, on a un discount préapprouvé de 15%. Est-ce que, sans avoir besoin de faire une appro plus complexe, est-ce que ça te va? Ok, parfait. On a aussi des acheteurs recensés dans le système avec lesquels on a des accords de signature. Et effectivement, c'est un de ceux-là. Est-ce que tu veux une lettre pour envoyer? Je vois qu'il y a un accord de signature électronique. Est-ce qu'on l'utilise? Oui. Et à partir de ce moment-là, le système génère en fait effectivement le contrat. Alors, je vous passe les détails avec tous les éléments qui ont été extraits sur notre produit avec les taux de discount et autres. Et si je reviens sur le bot, à ce moment-là, je vais lui dire parfait, ça me va, j'approuve. Et je l'envoie via email. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, et je vais en profiter pour faire la même chose, sinon je vais me faire disputer. Je voudrais conclure avec finalement trois choses à travers ces illustrations. La première chose, c'est qu'il est très important
de comprendre que ces technologies existent, elles sont à votre disposition et comme vous l'avez vu de façon crescendo, elles viennent proposer une façon de travailler différente pour plus d'efficacité, pour plus de collaboration. Ça ne réduit pas la part de l'humain, comme tu l'évoquais, ça le met au centre en fait. Ça lui donne la possibilité d'accéder, c'est plus une black box, il participe et de cette fluidité, j'allais dire, on obtient de l'efficacité. Et le cloud, ça a été dit plusieurs fois, mais je le répète en conclusion, c'est le meilleur vecteur pour pousser cette innovation dans vos entreprises. Tous nos clients sont sur la même version. Nous sortons de l'innovation technologique, métier. Tous les trimestres, il y a des nouveautés qui sont à votre disposition. Et c'est cette capacité de l'embrasser dès aujourd'hui et au fil de l'eau en fonction de votre stratégie qui est la force du cloud. C'est le premier point. Deuxième point, il est logistique, mais c'est très important parce qu'en 20 minutes, je n'ai pas pu tout vous montrer, vous vous en doutez. Donc en sortant de la salle, pendant la pause, après la pause, il y a un espace démo pour approfondir tout ce que vous voulez. Il y a un espace partenaire pour entrer là aussi dans le détail plus concrètement. Évidemment, après cette journée, on sera ravis de passer du temps avec vous pour en profondeur vous montrer les apports de ces solutions pour vos entreprises. Et le troisième et dernier point, il ne faut pas que je l'oublie, on va démarrer une pause de 40 minutes et il paraît qu'il faut être super à l'heure parce qu'après on a la table ronde et Hubert Védrine, plein de choses passionnantes donc après. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.